Donc vous voyez tout de suite, par une photographie aérienne, la géométrisation. Je crois que c'est très important. Pendant très longtemps, très justement, on a dit, peut-être c'est moins vrai avec Brasilia et des choses comme ça, mais que finalement, Washington est la première capitale d'un État important à avoir été créé de toutes pièces et de façon complètement planifiée et rationnelle. Nous savons tous que la ville est généralement le lieu d'un conflit entre d'un côté un désir d'ordre et de lisibilité et puis de l'autre, évidemment, le surgissement toujours un peu désordonné de l'énergie vitale. Mais c'est vrai qu'à Washington, le plan, évidemment, l'emporte sur tout le reste. Alors, je suis désolé, il y a un aspect que je n'ai absolument pas pu aborder compte tenu de l'importance des autres. C'est peut-être de la mauvaise organisation de ma part, mais je ne voyais pas très bien comment faire en 1h30. C'est l'aspect culturel. Washington est une capitale culturelle, mais je ne m'occuperai pas de cet aspect aujourd'hui, ce qui est certainement une erreur, mais voilà. Alors, vous le savez, on écrit généralement Washington, D.C., pour la bonne raison qu'il y a d'autres villes qui s'appellent Washington dans d'autres États des États-Unis. Et que normalement, quand vous parlez d'une autre ville qui s'appelle Washington dans un autre État des États-Unis, vous faites suivre Washington de l'abréviation correspondant effectivement à l'État. Je ne sais plus s'il y a une Washington en Caroline du Sud, mais s'il y a une Washington en Caroline du Sud, ça s'appelle Washington SC, South Carolina. Et DC, bien sûr, ici, veut dire, comme nous le verrons dans un instant, District of Columbia. Alors, je suis désolé, c'est de l'anglais, mais on va traduire, hein, tout simplement. Donc, les délégués à la Convention constitutionnelle, vous vous souvenez, la Convention constitutionnelle, on en a parlé, c'est l'été, fin du printemps, tout l'été, début septembre, à Philadelphie, en 1787. L'Amérique, enfin les États-Unis, pardon, puisque l'Amérique c'est le rêve, les États-Unis c'est la réalité. Les États-Unis, les 13 premiers États, sont évidemment très perturbés, d'abord par le développement d'une dissension interne entre les États, sans qu'il y ait d'autorité supérieure pour trancher, dans le respect du droit, en faveur de l'un ou l'autre des États pris dans cette controverse. Et deuxièmement, il est toujours malheureusement possible que d'un côté, la Grande-Bretagne, puissance expulsée par la Révolution américaine, de l'autre, la France, puissance qui a aidé à cette révolution, il se peut que ces deux grandes puissances étrangères essaient de s'appuyer sur, peut-être pas tous les États, mais certains États contre d'autres, pour se créer, sinon des empires, au moins des zones d'influence. Et donc, la Convention constitutionnelle va viser à créer un texte qui puisse, d'une certaine manière, répondre à ces deux questions et à d'autres, bien sûr, en plus. Et alors, le mot important que vous voyez ici, que j'ai volontairement mis en majuscule, c'est cession. Alors, ce que les pères fondateurs, puisque vous savez que pour être un père fondateur, il faut avoir signé un des deux grands documents fondateurs des États-Unis, ou la Déclaration d'indépendance, ou la Constitution. Les pères fondateurs ont immédiatement compris qu'il leur fallait une capitale. Et que, au fond, si la capitale devait être le lieu de résidence et de travail d'un pouvoir qui était supérieur à celui de chacun des États individuellement, mais qui devait aussi s'exercer dans le service de ces États, ça paraissait difficile que la capitale dite fédérale puisse se situer sur le territoire d'un État en particulier. Et donc, très tôt, les pères fondateurs, dans l'article 1, section 8 de la Constitution, ont appelé de leur vœu la création d'une capitale située dans un district qui ne devrait pas être de plus de 10 miles, c'est-à-dire de 16 km à peu près de côté, que ce district, le Congrès conserverait sur ce district une autorité absolue, et que ce district serait obtenu par la cession de terres volontairement consentie par une partie des États. Alors à l'époque, on ne voit absolument pas où cette capitale pourrait être, quels sont les États concernés, mais ce qui compte, c'est le geste symbolique. C'est-à-dire, de même que le gouvernement fédéral
ne tire son pouvoir que des pouvoirs qui lui sont abandonnés par les États, libres et égaux en droit. Les États libres et égaux en droit abandonnent volontairement une part de leur pouvoir en faveur de l'État fédéral, à charge pour l'État fédéral de gérer ces pouvoirs abandonnés dans l'intérêt de la communauté des États. De même, des États vont renoncer à une part de leur territoire pour que sur cette part de leur territoire à laquelle ils vont renoncer, on puisse construire la capitale fédérale. Et James Madison, dans le Fédéraliste numéro 43, alors je n'ai pas parlé du Fédéraliste, le Fédéraliste c'est très important. Aussitôt après 1787, il a fallu faire ratifier la Constitution. Un certain nombre d'États étaient très très engagés pour, d'autres un peu moins, et il y avait dans chaque État des groupes de gens soit très favorables à la Constitution, soit très opposés à la Constitution. James Madison a rassemblé deux autres personnes autour de lui, John Jay, le futur premier président de la Cour suprême, et Alexander Hamilton, le premier secrétaire d'État au Trésor, et ils ont publié dans la presse de New York des articles explicatifs de pourquoi il fallait ratifier la Constitution. Et on appelle ça traditionnellement The Federalist Papers ou The Federalist, et disons étape ultime du combat pour la ratification, on a publié sous forme de livre à New York ces textes qui avaient d'abord été publiés dans la presse. Donc, Madison insiste sur l'idée, dans le Fédéraliste numéro 43, que cette capitale, elle doit bel et bien être composée de territoires auxquels les États auront volontairement renoncé pour qu'on puisse construire la capitale sur ces territoires. Alors, la légende dit, parce qu'on n'a jamais pu le prouver, que probablement vers le mois de mai-juin 1790, aurait eu lieu un dîner qui rassemblait trois personnages essentiels de l'histoire des États-Unis. De la gauche vers la droite. À gauche, Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, auteur de la Déclaration de l'Indépendance. Au centre, James Madison, qui va être le quatrième président des États-Unis et qui est surtout l'auteur de ce qu'on appelle The Bill of Rights. J'en ai peu parlé, j'en reparlerai tout à l'heure un tout petit peu plus longuement. Quand la Constitution a été votée, un certain nombre de gens qui s'y étaient opposés, et même des gens qui l'avaient votée, pensant qu'il valait mieux une Constitution que rien du tout, ont dit quand même, dans cette Constitution, le pouvoir est très 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 nettement affirmé du côté de l'État fédéral contre les États, et il est très 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 nettement affirmé du côté de l'exécutif contre le législatif. Et donc, il faudrait quand même réaffirmer, en particulier, les droits des individus. À ce moment-là, effectivement, je ne sais pas si c'est prémonitoire de ce qui va se passer dans notre cher et vieux pays, je le disais en général, mais on a fait créer par les gens, écrire par les gens, des doléances concernant leurs droits qu'ils pensaient ne pas être entièrement respectés par la Constitution. Des centaines de suggestions sont arrivées à Washington. Et il a fallu effectivement réduire ces centaines de papiers, de suggestions diverses, à une série de ce qu'on a appelé les amendements, puisque la Constitution avait prévu qu'elle évoluerait par voie d'amendement. Et donc, les 10 premiers amendements à la Constitution forment ensemble ce qu'on appelle The Bill of Rights, la Déclaration des droits. C'est-à-dire que face à la Constitution, affirmation du pouvoir fédéral et affirmation de l'importance de l'exécutif, il y a l'affirmation des droits des citoyens, des États face à ça. Et c'est James Madison qui a effectué, avec l'intelligence qui le caractérise et le brio qui le caractérise, il a effectué la synthèse de toutes ces suggestions pour déboucher sur les 10 amendements qu'on appelle le Bill of Rights, sur le modèle du Bill of Rights de 1688 en Angleterre, qui a fondé véritablement la monarchie constitutionnelle. Et puis le troisième personnage à droite, il s'agit de Alexander Hamilton, déjà cité, personnage très très important de l'origine des États-Unis, premier secrétaire d'État au Trésor de la première administration Washington. Alors, dans ce dîner, qui gagne quoi? Alors, Jefferson et Madison veulent une capitale fédérale aussi proche que possible des États du Sud. Eux, ça a toujours été les partisans de ce qu'on appelle plus ou moins les states' rights, les droits des États. C'est-à-dire qu'ils disent
tout ce qui n'est pas explicitement délégué à l'État fédéral dans la Constitution, c'est réservé pour les États. Et donc, on les appelle les républicains. Ils s'appelleront eux-mêmes les républicains démocrates. En face d'eux, les fédéralistes, qui disent tout ce qui n'est pas expressément réservé pour les États dans la Constitution est implicitement délégué à l'État fédéral. Et ça, c'est la grande opposition, c'est ce qu'on appelle le premier bipartisme américain. Les fédéralistes d'un côté, les républicains de l'autre. En tant que républicains, ils voudraient que la capitale fédérale soit le plus proche possible des États du Sud, qui sont tous plutôt républicains démocrates, hein, dans leur immense majorité. En partie parce qu'ils veulent préserver l'esclavage. Il faut voir aussi qu'il n'y a pas que des raisons intellectuelles, il y a des raisons plus sordides. Et donc, l'idée, c'est qu'on veut une capitale près de chez nous, de manière à ce qu'on ne puisse pas nous imposer des choses de là-bas, de très loin, où on ne pourra pas envoyer nos gilets jaunes pour mettre un peu d'ordre dedans. Gardons ça aussi proche que possible de nous. Et de l'autre, Hamilton veut que les États du Sud aident les États du Nord à finir de payer leurs dettes de guerre. En fait, bien sûr, la guerre d'indépendance américaine a coûté de l'argent. Et elle a coûté de l'argent aux anciennes colonies devenues États indépendants. Et il a fallu payer ces dettes. Les États du Sud, qui, fondés sur une aristocratie agraire latifondière, avaient pas mal de disponibilité, ont pu rapidement payer leurs dettes de guerre. Les États du Nord, beaucoup moins. Et donc l'idée, c'est que dans cette nouvelle solidarité créée par les États-Unis, par la Constitution, les États du Sud pourraient après tout contribuer à l'élimination définitive des dettes de guerre du Nord. Pour ça, il faut créer une banque fédérale qui prendra l'argent du Sud et qui le donnera aux créanciers du Nord. Si vous êtes Jefferson et Madison, vous vous dites, si en plus de tous les pouvoirs que la Constitution donne à l'État fédéral, il y a une banque fédérale, alors là, ça veut dire que le pouvoir fédéral aura la main sur l'activité économique de la nation. Et donc, ils sont très réticents. Mais à partir du moment où Hamilton accepte que la capitale soit située plutôt au sud, ils vont lui concéder la création, effectivement, de cette première banque des États-Unis. En fait, qui est-ce qui gagne? C'est Hamilton, bien sûr. Parce que la création de la première banque des États-Unis, même si les banques ont été régulièrement abandonnées avant que soit créé le Federal Reserve Board, etc., mais les banques centrales des États-Unis ont toujours joué un rôle très important, même si, encore une fois, il y a toujours eu une réticence à leur existence aux États-Unis. Et donc, la décision, c'est, voilà, on va effectivement faire une capitale au plus proche des États du Sud, et en échange, il y aura une banque. Ce dîner très mystérieux, aurait eu lieu en mai-juin 90. Ce qui fait qu'en juillet 1790, le Congrès, réuni en session à New York, parce qu'à l'époque, évidemment, il ne peut pas se réunir à Washington, ça n'existe pas. Le Congrès réuni à New York vote ce qu'on appelle l'acte résidentiel, c'est-à-dire l'acte qui fixe la nécessité de trouver et d'organiser une résidence pour la capitale du nouvel État. Et le terrain qui va être choisi, c'est évidemment ce que vous voyez là. Et alors, ça fait effectivement, c'est assez miraculeux parce que ça fonctionne. Hein, vous voyez ça? C'est étonnant, hein? Je suis ébloui par les machines. Voilà. Donc, ce que vous venez de voir, bien sûr, c'est l'histoire progressive de cette zone. Hein. J'espère que ça va revenir au début et que ça va nous le refaire une fois. Peut-être pas. Si, regardez. Donc, en 1790, on décide que le Maryland d'un côté et la Virginie de l'autre vont donner des terres dans lesquelles seront inclus deux villes préexistantes, Georgetown et la ville d'Alexandrie, pour former deux comtés, le comté de Washington, le comté d'Alexandrie. Puis, en 1846, la Virginie obtient la rétrocession de ces portions. Et à partir de 1871, Washington, D.C. est dans l'état actuel. Je vais revenir là-dessus dans un instant, au cas où. Hein. Et donc, ici, vous avez en mars 1791, donc à peine 6 mois après le vote du Congrès, vous avez de la main de Jefferson l'esquisse de la localisation de la première capitale des États-Unis, c'est-à-dire Washington, la seule. Hein. Et vous voyez que tout de suite, Jefferson fait un plan de nature hippodamique, c'est-à-dire un plan engagé. Vous savez que hippodamique, ça vient de Hippodame de Milet, l'architecte du Pirée, le port d'Athènes, qui est effectivement conçu lui-même sur un plan engagé. Donc,
Ça fait un peu chic dans les dîners en ville, si vous voyez ce que je veux dire. Non, hippodamique, voilà. Bien. Ça permet d'avoir un moment de silence et ça nous permet à ce moment-là de sortir tout ce qu'on ne vous avait pas laissé sortir depuis le début du dîner. C'est juste une tactique que je vous suggère. Voilà. Retenez bien hippodamique. Voilà. Et alors, évidemment, on est sur le Potomac. Potomac qui va se transformer ensuite, évidemment, en vallée de la Chesapeake. Et vous avez cet espace ici, hein, à cheval sur la Virginie et le Maryland. Et voilà le premier plan. Alors vous vous souvenez, un carré hein, de 10 miles de côté, voilà, qui est là. Là vous avez Alexandria. Alors Alexandria c'est très important parce que la maison de George Washington, dont nous allons reparler tout à l'heure, Mount Vernon, est à quelques kilomètres d'Alexandria. Et George Washington est grand maître de la loge maçonnique d'Alexandria. Voilà. Et là, vous avez Georgetown. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les universités américaines, vous savez qu'une des plus célèbres universités des États-Unis, c'est l'université de Georgetown. Et ça, c'est situé dans le Maryland. Et vous voyez que la ville, évidemment, va occuper une position bord du Potomac, branche est du Potomac, affluent est du Potomac, et la ville de Washington ici sur. À la rétrocession, c'est-à-dire évidemment quand la Virginie récupérera la partie qu'elle avait donnée, en particulier Alexandria, Washington se réduira finalement au territoire donné par le Maryland. Pourquoi la Virginie récupère? Parce que les citoyens d'Alexandria sont convaincus que le Congrès va leur imposer l'abolition de l'esclavage. Et donc ils ne veulent pas, donc voilà. Donc, nous avons ici, évidemment, Washington DC, avec, alors ça c'est important, parce qu'on va en reparler tout le temps, le Capitole. On va le dire tout à l'heure, mais c'est fondamental. Hein. Le Capitole est le point culminant de Washington. Aucun bâtiment en hauteur ne peut dépasser le sommet du dôme du Capitole. Ceci pour bien manifester que la totalité du pouvoir est dans le législatif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a évoqué ceci à plusieurs reprises dans des conférences depuis un certain nombre d'années où on m'impose à vous, voilà. Hein. Mais l'idée, si vous voulez, c'est du côté catholique romain, le pouvoir, l'autorité est de nature hiérarchique et descendante. Du côté réformé, l'esprit est dans l'assemblée, qui suscite des gens chargés d'exécuter les volontés de l'Assemblée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'origine de la légitimité chez les catholiques romains est en Dieu, qui la transmet évidemment par grâce spéciale au pape, qui partage cette grâce avec le collège épiscopal à l'intérieur duquel des cardinaux, et ensuite ceux qui sont ordonnés pour le service de la communauté, etc. Là, on l'a vu quand on a vu la représentation d'une meeting house des Quakers à propos de Philadelphie. Vous vous souvenez, cette petite table au milieu, et puis ces bancs de chaque côté autour, hein, ça veut dire que c'est dans l'assemblée qu'est l'esprit. Quel est l'équivalent de l'assemblée religieuse des croyants de la communauté dans la vie politique? C'est le Parlement, c'est le législatif. Et donc, à Washington, le législatif domine tout. L'exécutif n'est même pas dans l'axe du législatif. Il est repoussé un peu légèrement sur la droite. Hein, voilà. Et puis ensuite, vous avez des endroits dont on va reparler, le monument à Washington, le Lincoln Memorial, le Pentagone, le ministère de la Défense est en Virginie, et à Arlington, vous avez le cimetière, évidemment national, dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors, administration de Washington aujourd'hui, un maire et un conseil municipal de 13 membres élus par la population. Le Congrès conserve une autorité absolue sur la ville en dernier ressort. Le conseil municipal peut administrer la ville. Si, pour une raison ou pour une autre, le Congrès décide de casser une des décisions du conseil municipal, la décision est cassée, il n'y a aucun appel, aucun recours possible, c'est le Congrès qui. Un délégué sans droit de vote à la Chambre des représentants. Ça n'est pas un État. Et donc il ne peut pas, la population de ce qui n'est pas un État ne peut pas avoir de représentants à la Chambre des représentants, où les États sont représentés proportionnellement à la population et à la contribution qu'ils font à la richesse commune. Aucun sénateur. À la rigueur, à la Chambre des représentants, vous avez quelqu'un qui vient écouter ce qui se dit et qui peut ensuite faire un rapport aux habitants du district de Columbia. Mais aucun sénateur, puisque au Sénat, la représentation est strictement équitable, 2 sénateurs par État, quelle que soit la taille de la population, etc. Et 3 électeurs au collège électoral présidentiel. C'est-à-dire que le législatif
la ville de Washington n'y participe pas, elle contribue à sa place très limitée à l'élection de l'exécutif. Alors, un architecte, bon, là vous savez c'est notre cocorico national, hein, puisque l'architecte de Washington, celui qui a conçu le plan de Washington, est un Français, qui s'appelle Pierre, effectivement. Il s'est appelé lui-même, après, volontairement, Peter Charles l'Enfant, hein, qui va accompagner, à la demande de Beaumarchais, l'expédition de Lafayette aux États-Unis en 1777. Donc il arrive aux États-Unis, venant d'où? Venant de Paris. Ça c'est très très important. Son père est un peintre qui réalise des projets de tapisserie pour les Gobelins. Et son père a une obsession qui est Versailles. Et donc, Pierre-Charles l'Enfant va passer beaucoup de temps de son enfance avec son père et sa mère dans les jardins de Versailles. Et la géométrie de le nôtre dans les jardins de Versailles va rester dans la conscience et probablement dans l'inconscient de l'enfant, ce qui fait que quand on lui demandera un grand plan d'envergure, il s'en ira inévitablement vers du géométrique modelé sur Versailles. Alors, c'est un architecte plus encore qu'un urbaniste, c'est lui qui réalise ce bâtiment que vous, si vous connaissez bien New York, vous ne pouvez pas ne pas connaître ce bâtiment, c'est en face de l'entrée de la galerie des visiteurs de Wall Street, de la bourse de New York. Et ça s'appelle Federal Hall, très important, parce que c'est là, d'ailleurs la statue est là pour le commémorer, statue de George Washington, c'est là que le 30 avril 1789, peu de temps après un certain 14 juillet, George Washington a prêté serment comme premier président des États-Unis. Et donc, Federal Hall, New York, et de Charles l'Enfant, il en a réalisé d'autres encore, que je ne peux pas vous montrer maintenant, parce que sinon c'est sans fin. Et donc, vous avez là le plan de la ville de Washington, non pas celui de l'enfant, parce que malheureusement, en 1792, c'est-à-dire 2 ans après sa nomination comme architecte en chef de la ville de Washington, l'enfant, qui ne devait pas être un personnage très facile, s'est brouillé avec George Washington, et il a récupéré ses plans, et il a dit qu'il ne les donnerait pas Ça, c'était très clair. George Washington était très très ennuyé. L'enfant est mort dans la misère. Hein. C'est assez terrifiant. Hein. On va y revenir dans un instant. Or, il y avait à Washington, à l'époque, un personnage extrêmement important, Andrew Ellicott. Andrew Ellicott est considéré comme l'un des plus grands arpenteurs de son temps. Or, l'arpentage est une notion fondamentale aux États-Unis. Quand George Washington a démissionné de l'armée américaine, parce qu'on ne voulait pas lui donner le statut d'officier supérieur auquel ceux qui étaient nés en Grande-Bretagne avaient droit, mais auquel lui, né dans les colonies, n'avait pas droit. Quand il a démissionné de l'armée américaine, il est devenu arpenteur. Et comme il était allé se promener du côté de ce qui est devenu ensuite Pittsburgh, etc., qu'il avait repéré, il s'était dit, oulala, mais il y a du territoire là. Et il est allé arpenter les endroits où il avait combattu aux côtés, enfin, à la tête des troupes britanniques, contre les Français et les Indiens. Et ayant repéré les terres, il en a acheté un certain nombre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un petit empire Washington à l'ouest qui est assez intéressant. Et le père de Thomas Jefferson était arpenteur. Et Andrew Ellicott est un des arpenteurs les plus brillants qu'ont connu les débuts de l'Amérique. Il a participé, enfin il a formé, effectivement, Meriwether Lewis, le cousin de Jefferson, que Jefferson a nommé à la tête de la fameuse expédition Lewis-Clark, qui est la première expédition qui partit de l'est des États-Unis, a rejoint à pied et à cheval la côte du Pacifique. Et ça, c'est très important. Je n'ai pas le temps d'attarder là-dessus maintenant, malheureusement, mais voilà. Et là, vous avez effectivement ce qu'on appelle le Macmillan Plan, qui date de 1901, et qui est, si vous voulez, la reprise en main définitive du projet de l'enfant amendé par Ellicott pour en faire le plan général de Washington tel que nous le connaissons à l'heure actuelle, fondé bien sûr sur le plan de l'enfant, mais finalement rationalisé et mis en ordre. Et vous retrouvez ici le Capitole dans la position essentielle et la Maison Blanche à la périphérie de l'axe central, bien sûr, de la ville. Pierre-Charles l'Enfant, Dieu merci, est maintenant effectivement enterré à Arlington, au cimetière national, et sa tombe domine effectivement de l'autre côté du Potomac
que vous voyez là, Washington, la ville qu'il a conçue. Ceci a été obtenu par un ambassadeur de France aux États-Unis au début du XXe siècle qui s'appelait Jean-Jules Jusserand, qui s'est entremis auprès des autorités américaines de l'époque, et en 1909, les restes de l'enfant qui était enterré dans un trou perdu du Maryland, ces restes ont été exhumés et transportés à Arlington pour que l'enfant puisse être enterré face à cette création. Alors, un nom, évidemment, dès 1791, Washington va nommer 3 personnages, Thomas Johnson que vous avez à gauche, Daniel Carroll que vous avez à droite. Ce sont 2 personnages du Maryland. N'oubliez pas que c'est le Maryland qui a donné de la terre. Donc il est normal que cet État ayant donné de la terre, on lui fasse la fleur d'une responsabilité particulière dans la nomination de cette terre qu'il a bien voulu donner et qui va maintenant être la capitale fédérale. Et puis David Stuart, qui est un Virginien, puisque vous le savez, l'autre cession a été faite par la Virginie. Je suis désolé, j'ai eu beau chercher pendant pas mal de temps sur Internet, il n'y a plus disponible aucun portrait de David Stuart. Donc je ne peux pas vous le montrer. Voilà. Et alors, évidemment, ce groupe de 3 personnes a rapporté à Washington et lui a indiqué qu'il suggérait que l'ensemble du territoire dégagé par la capitale soit appelé territoire de Colombie, Columbia. Alors bien sûr, c'est l'hommage à Christophe Colomb et à la découverte de l'Amérique en 1492. Ça ne s'appellera plus territory, ça s'appellera district, parce que n'oubliez pas que territoire, c'était le nom qu'on donnait aux futurs États américains. Quand vous n'aviez pas encore obtenu le statut d'État, mais que vous demandiez le statut d'État, vous vous appeliez un territoire. Tous les États, sauf les 13 premiers États, ont été à l'origine des territoires, et puis sont devenus des États. Je ne peux pas vous expliquer comment là non plus maintenant, mais ça c'est l'intuition géniale de Jefferson, dans ce qu'on appelle l'ordonnance sur le territoire du Nord-Ouest, qui a dit « il ne faut pas faire des territoires de l'Ouest des colonies des États de l'Est ». Parce qu'un jour, les territoires de l'Ouest, devenus évidemment riches, puissants et pleins de gens, nous ferons à nous, les 13 États du départ, ce que nous voulons de faire à la Grande-Bretagne, et réclamerons leur indépendance. Si nous voulons créer un nouvel État extrêmement développé territorialement et puissant et riche, il faut absolument qu'on puisse rester ensemble, et pour qu'on puisse rester ensemble, il faut que toutes les portions du territoire entre l'Atlantique et le Pacifique se sentent égales dans, effectivement, la création des États-Unis et leur développement. Donc plus tard, ça deviendra le district de Columbia, et ils ont suggéré le nom de Washington. Et vous le savez, Washington s'y est opposé. Mais, comme personne ne savait quoi suggérer d'autre, on n'a rien dit, et comme de toute façon la capitale n'existait pas encore, le problème ne se posait pas. Donc voilà. Alors, vous le savez, Washington a connu une humiliation absolument terrible, qu'on appelle parfois la deuxième guerre d'indépendance, ou la guerre de 1812, entre 1812 et 1814. Alors si vous calculez, évidemment, en France et en Europe, nous avons un personnage qui s'appelle Napoléon Bonaparte. On ne peut pas dire que l'Angleterre lui soit extrêmement favorable. Il y a même ce qu'on appelle un blocus continental. Et alors le problème, c'est quel rôle jouent les anciennes colonies devenues les États-Unis entre la puissance dont ils se sont libérés, la Grande-Bretagne, et la puissance qui les a aidés à se libérer, la France. Et la Grande-Bretagne trouve que les États-Unis sont un peu souples à l'égard de la France, en particulier dans le blocus continental. Et ceci est d'autant plus vrai que vous vous souvenez, je vous ai dit, le parti fédéraliste, qui a été représenté par les 2 premiers présidents des États-Unis, George Washington et John Adams, ce parti fédéraliste soutient l'Angleterre depuis la signature du traité prévu par John Jay. Par contre, les républicains démocrates, les gens du Sud, Jefferson, Madison, Monroe ensuite, soutiennent la France. Et comme, effectivement, en 1812, c'est Madison qui est président des États-Unis, il est soupçonné par les Anglais, probablement pas complètement à tort, il est soupçonné de favoriser la marine française, de faire en sorte que des bateaux français puissent échapper au blocus anglais, etc., etc. Et donc, en 1812, l'Angleterre décide, à partir du Canada, ce que les États-Unis avaient toujours imaginé de façon un peu terrorisée, l'Angleterre, par la mer et par le Canada, décide de mettre les anciennes colonies devenues indépendantes à réseau.
le moment dramatique pour Washington, c'est relativement vers la fin de la guerre, le 21 août 1814, où, effectivement, à la bataille de Bladensburg dans le Maryland, les troupes américaines sont balayées par les troupes anglaises. Ce qui ouvre le chemin de Washington. Et ça a toujours été ensuite l'obsession pendant la guerre de sécession. C'est-à-dire, à force de nous être mis près des États du Sud, est-ce qu'un jour les États du Sud finiront pas par envahir Washington? Et ça a été le projet, bien sûr, des États du Sud. Le 24 août 1814, les troupes anglaises sont effectivement à Washington, et ce que vous voyez brûler là, très probablement, c'est le Congrès, qui était dans cet état-là après qu'il ait brûlé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il se passe des choses, voilà. Et là, vous avez effectivement l'incendie de la Maison-Blanche. Et il faudra toute la vivacité d'esprit de Dolley Madison, la femme du président Madison, qui était une femme remarquable. Ils sont partis pratiquement en char à bœuf. Le gouvernement d'abord, elle ensuite, et elle a dit « Je ne partirai pas sans le portrait du général Washington, qui ne doit pas rester entre les mains des soldats britanniques qui lui feront subir les pires outrages. » Et donc, dans son char à bœuf par lequel elle a quitté la capitale, il y avait le fameux Lansdowne Portrait. Lansdowne, c'est le dernier Premier ministre britannique à avoir, d'une certaine manière, conduit l'effort de guerre entre 1776 et 1781, qui en fait a conduit à la paix. Et Lansdowne admirait profondément Washington, et il avait demandé à Gilbert Stuart de lui faire, en 1796, un portrait, effectivement, de Washington. Et ce portrait était, finalement, à la Maison-Blanche. Une version de ce portrait, l'autre était parti en Angleterre, mais une version de ce portrait était à la Maison-Blanche. Et donc, Dolley Madison n'a pas voulu que... Et alors, vous le savez, en fait, la Maison-Blanche ne s'appelle Maison-Blanche qu'à cause de ça. C'est-à-dire que les États-Unis n'avaient pas d'argent pour reconstruire une deuxième, ce qu'on appelait Executive Mansion, résidence de l'exécutif. Il fallait faire disparaître les traces de l'humiliation, c'est-à-dire les traces de l'incendie dans la maison dont la résidence du président avait été victime, et donc on a tout peint en blanc. Et à partir de ce moment-là, the Executive Mansion, la résidence du président, est devenue the White House. Alors, c'est une ville théâtre. Ça, je crois que l'enfant le voulait, et certainement, effectivement, Macmillan le voulait aussi. C'est une ville théâtre qui est organisée pour mettre en scène un certain nombre de concepts de manière visuelle. Et le premier concept qui est mis en scène, c'est la suprématie du pouvoir législatif dans la République américaine. C'est-à-dire la présence absolument essentielle du Capitole, surélevé par rapport à tout le reste de Washington, et dans un axe dans lequel il ne peut, en principe, rien y avoir, ou vers l'est, ou vers l'ouest. L'axe que vous voyez ici, bien sûr, c'est l'axe ouest. Donc le législatif occupe la place fondamentale. Et dans un plan de Washington que nous reverrons régulièrement, vous avez ici la première ville, the Old Downtown, le premier centre-ville était là. Là, vous avez le Capitole. Là, vous avez bien sûr la Maison-Blanche. Et nous allons revenir sur ces différents bâtiments. Le Capitole, je ne sais pas, vous connaissez probablement, c'est très impressionnant. Hein, je veux dire, ça ne peut pas passer inaperçu. C'est clair, absolument. Ça, c'est côté ouest, bien sûr. Et c'est côté, effectivement, de l'ouverture sur le Potomac. Alors, c'est en 1793 que George Washington a posé la première pierre du Capitole, lieu, effectivement, de la manifestation de la suprématie du pouvoir législatif dans la République américaine, avec ces deux chambres, qui étaient, je vous le rappelle, le résultat du Sherman Compromise, ou du Great Compromise, ou du Connecticut Compromise. Dans une chambre, c'est le poids relatif des États qui est représenté par la proportion de représentants pour chaque État, ce qu'on appelle la Chambre des représentants. Dans l'autre chambre, le principe intangible de l'égalité de chacun des États à tous les autres à l'intérieur de la Fédération est représenté par la présence de 2 sénateurs, quelle que soit la taille de l'État. George Washington est là parce qu'il est président des États-Unis. Ne croyez pas qu'il réside à Washington. Il n'y a rien à Washington à l'époque. Donc, il réside évidemment là où est le Congrès, à New York à l'époque, mais il réside surtout dans sa résidence de Mont Vernon, hein, au bord du Potomac, selon Dieu.
Laisse Monvernon, vous retrouvez ici la situation absolument exceptionnelle de la propriété de George Washington, qui est un lieu très, très, très fascinant et très émouvant, où vous le savez, dans une des pièces, il y a une des clés de la Bastille que le marquis de Lafayette lui avait envoyée. Je vous envoie, monsieur, à vous, qui êtes le père de toutes les libertés, la clé de la Bastille. Voilà. Et George Washington, que nous le montre, cette fresque, porte, vous le voyez, son tablier maçonnique. C'est très important. Parce que, évidemment, la maçonnerie est dans les pays anglo-saxons, comme d'ailleurs dans les pays, pensez par exemple au rapport de Mozart à la maçonnerie, c'est évidemment un groupe de gens éclairés qui sont théistes, bien sûr, plutôt que appartenant en particulier à une église, voilà. Mais c'est évidemment un lieu très important de l'exercice de la responsabilité civile dans les communautés anglo-saxonnes. Alors, ce que vous retrouvez là, c'est la base, on va le voir tout à l'heure, ça c'est le Capitole tel qu'il est aujourd'hui. Il faut bien voir que ceci et cela, comme vous le devinez compte tenu de la couleur, a été rajouté, et ceci, tout. Donc, à la base, le Capitole, tel que Benjamin Latrobe l'a dessiné, le voilà, un grand axe central, la Chambre des représentants, le Sénat et un tout petit dôme. Et ça, c'est en 1846. Ici, effectivement, on est dans les fins du 19e siècle, dans les travaux de construction du Grand Dôme. Alors, ce dôme est fondamental, il est énorme, c'est ce qu'on appelle effectivement la coupole ou la rotonde. Dans cette coupole ou dans cette rotonde, la personne qui occupe la place la plus importante, c'est Washington lui-même, premier dans la guerre, premier dans la paix, premier dans le cœur de ses concitoyens, first in war, first in peace, first in the hearts of his countrymen. Au plafond, l'apothéose de Washington, que vous voyez ici, en 1865, et le drame, bien sûr, c'est la crypte. Parce que la crypte est vide. Et que tout le monde avait pensé que puisque Washington ne voulait pas trancher sur le nom, on attendrait qu'il soit mort pour appeler la ville Washington. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. On a attendu qu'il soit mort pour appeler la ville définitivement Washington. Et surtout, Washington, premier dans la guerre, premier dans la paix, premier dans le cœur de ses concitoyens, devait reposer, effectivement, dans la crypte, sous l'axe, bien sûr, central du dôme et de la coupole du Capitole. Et là, effectivement, c'est une sorte de geste un tout petit peu napoléonien aux Invalides, si vous voulez. Mais bon, Washington, ça vient avant. Mais là, c'est le drame. Le 14 décembre 1799, George Washington meurt. Et quand on ouvre son testament, on lit qu'il est absolument impossible d'envisager qu'il soit enterré ailleurs que dans sa propriété de Monvernon. Sa volonté sera respectée. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est à Monvernon, dans sa propriété, et les deux tombeaux, celui de Washington et celui de Martin. C'est un objet, lieu de pèlerinage, bien sûr. Alors, comment sont divisés aujourd'hui, évidemment, comment est organisé aujourd'hui le Capitole? Ça, c'est ce qu'on appelle l'étage principal, c'est-à-dire l'étage où fonctionne le législatif des États-Unis. C'est la grande rotonde dont on a déjà parlé, l'ancienne salle de réunion du Sénat, l'ancienne chambre du Sénat, l'ancienne chambre de la Chambre des représentants, devenue aujourd'hui le hall national des statuts. C'est-à-dire que chaque État doit envoyer 2 statuts pour être incluses dans l'ensemble des statuts du National Statuary Hall. Et, bien sûr, ici, maintenant, la Chambre des représentants et là, le Sénat. Ça, c'est les 2 ailes que je vous ai montrées de chaque côté qui ont été rajoutées. Alors, le Sénat est relativement petit, puisque vous le savez aujourd'hui, il comprend 100 membres. 50 États, 2 sénateurs par État, donc 100 membres. Ce qui pose le problème, évidemment, de ce qu'on appelle le tied vote, c'est-à-dire si le vote est parfaitement équilibré, 50-50. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, intervient un personnage qui est le président du Sénat, qui produit ce qu'on appelle le casting vote, c'est-à-dire le vote qui va faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et ce président du Sénat, c'est de droit le vice-président des États-Unis. Le vice-président des États-Unis est de droit président du Sénat. Alors, est-ce qu'il passe son temps à présider les réunions du Sénat? Non. Le Sénat, par consentement unanime, ou enfin, en tout cas majoritaire, désigne pour ces sessions ce qu'on appelle des présidents pro tempore, des présidents pour un temps. Mais officiellement, le personnage, effectivement, qui
préside le Sénat, en particulier en cas de tie vote, c'est bien sûr le vice-président des États-Unis, Mike Pence en ce moment. Alors bon, vous le savez, ça c'est la seule fois où il y a eu véritablement, évidemment, une procédure d'impeachment, c'est-à-dire de destitution, en 1868. Lincoln meurt en 65. Dans sa deuxième élection, il a voulu prendre un vice-président d'un État du Sud, du Tennessee, et ce vice-président qui apparaît évidemment dans le ticket ici, c'est-à-dire Andrew Johnson, ce vice-président est accusé par ce qu'on appelle les républicains radicaux, qui sont partisans d'une reconstruction dure contre le Sud, alors que Lincoln avait voulu une reconstruction plutôt un peu souple qui permettrait au Sud de réintégrer le plus rapidement possible l'Union. Les républicains radicaux, après la mort de Lincoln, qui aurait été une force d'apaisement, les républicains radicaux sont de la cœur joie. Ils considèrent le vice-président Andrew Johnson comme beaucoup trop favorable au Sud, et donc il est mis en accusation. Alors je vous rappelle que, effectivement, le processus, c'est pas que je veuille anticiper quoi que ce soit, rassurez-vous, hein, mais le processus, je vous le rappelle, il faut que la Chambre des représentants mette le président en accusation, et pour cela, vous n'avez besoin que d'une majorité simple. Ensuite, c'est le Sénat qui juge le président. Et à ce moment-là, le président du Sénat n'est plus le vice-président, ni un président contemporain, c'est le président de la Cour suprême, qui devient président du Sénat, quand celle-ci devient la chambre, enfin le tribunal qui va devoir juger et éventuellement destituer le président des États-Unis. Et dans cette destitution, il faut une majorité des 2 tiers. C'est considéré comme tellement important qu'il faut qu'il y ait 2 tiers des sénateurs qui votent en faveur. Ce qui ne s'est jamais produit, puisque la destitution de Andrew Johnson n'a pas eu lieu, pour la simple raison, effectivement, qu'un sénateur a refusé, le sénateur Ross a refusé à la dernière minute de voter en faveur de sa destitution, estimant que sa destitution était, que peut-être sa position à l'égard du Sud était trop indulgente et trop favorable, mais que ça ne méritait pas une destitution et que le législatif n'avait pas à... Voilà. Et dans le livre que John Fitzgerald Kennedy a écrit, qui s'appelle Profiles of Courage, Profil de courage, le sénateur Ross est un des chapitres. Il explique comment cet homme a réussi à résister à ce qu'on appelle communément the tyranny of the majority, la tyrannie de la majorité, et a exprimé un vote qui a sauvé Andrew Johnson. Depuis, vous le savez, il y a eu Nixon, non, Bill Clinton, non, etc. Voilà. La Chambre des représentants, aujourd'hui 435 représentants, et évidemment l'idée que dans la Chambre des représentants est prononcé tous les ans le discours sur l'état de l'Union. Ici, ça doit être 2007, mais pourquoi j'ai choisi 2007? Parce que vous avez George W. Bush, dont le père vient d'être enterré, vous avez Dick Cheney, qui est son vice-président, et alors, c'est étonnant, puisque vous le savez, il n'y a que 2 portraits dans la Chambre des représentants. Un portrait de George Washington et un portrait de Lafayette. Quand même. Alors, je peux vous raconter une histoire. Le président Sarkozy, se rendant aux États-Unis, on lui avait préparé un discours puisqu'il devait s'adresser à la session jointe, ce qu'on appelle the joint session of Congress, c'est-à-dire devant la Chambre des représentants et le Sénat. Et un de mes anciens étudiants, Nicolas Prinsen, pour ne pas le nommer, travaillait à l'Élysée à l'époque, et on lui soumet le brouillon du discours du président. Et il dit, c'est quand même un peu surprenant, le président ne mentionne pas Lafayette alors qu'il parlera pratiquement sous un portrait de Lafayette, qui est quand même le seul Français. Et on lui dit, mais c'est ridicule, où est-ce que tu as appris ça, c'est nul, ça n'a jamais existé, etc. Et là, il m'envoie un SMS en me disant, parce que pas mal de mes anciens élèves me tutoient au bout d'un certain temps, il me dit, j'ai réfléchi, et je me suis dit, parce que mes étudiants m'appelaient Papy, je me suis fait appeler Papy très tôt pour que quand ça viendrait, ce sera moins dur. Il me dit dans son SMS, j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que Papy pourrait se tromper ou nous tromper? Non. Donc j'insiste. Et alors effectivement, il m'a dit le lendemain, ça a été génial, parce qu'ils sont tous venus à récipicence en disant, ah mais on ne savait pas qu'il y avait un portrait de Lafayette, etc. etc. Voilà. Bon. L'amusement de la chose. Alors, les 3 pouvoirs, donc le législatif, nous allons voir le judiciaire. Alors le judiciaire, il n'est même pas représenté sur cette carte, mais il est là. C'est-à-dire qu'en face du Sénat, vous avez là dans cet emplacement qui est représenté comme du gazon,
vous avez le bâtiment de la Cour suprême. Alors, vous vous souvenez, je vous ai montré, si je puis dire, le premier étage, puisque vous savez, aux États-Unis, le rez-de-chaussée s'appelle the first floor, hein, le premier plancher. Et puis le premier étage s'appelle the second floor. Hein. Et alors, regardez bien dans ce plan du premier Capitole, vous avez ici une petite salle qui était la salle de réunion de la Cour suprême, qui a été préservée telle qu'elle. Si vous allez au rez-de-chaussée aujourd'hui du Capitole, vous voyez l'ancienne salle de la Cour suprême. Mais un certain nombre de gens, en particulier vers fin 19e, début 20e, ont dit c'est quand même embêtant que l'une des trois branches du pouvoir, le judiciaire, soit logée dans les bâtiments de l'une des deux autres branches. Est-ce que ça ne signifie pas que le législatif pourrait exercer une influence ou un contrôle sur? Et donc, sitôt dit, sitôt fait, on a construit un discret de pièces-cuisine en face d'eux, qui s'appelle la Cour suprême, bâtiment de la Cour suprême, avec évidemment la devise de la Cour, Equal Justice Under Law, justice égale sous la loi, et puis la grande salle, bien sûr, où se réunissent, alors vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juges. Hein. 9 juges, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait évidemment une majorité, donc on ne peut pas avoir un nombre pair. Au départ, ils avaient commencé à 6, c'est pour ça qu'on est passé ensuite à des nombres impairs et on est monté jusqu'à 11, et puis on est revenu finalement, et là on est stabilisé à 9 maintenant. Ça, c'est parce que les États-Unis se sont inventés il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on a improvisé au fur et à mesure. Bon, vous le savez, 9 juges, dont un s'appelle le Chief Justice, c'est-à-dire le président, c'est lui qui présiderait le Sénat en cas de procédure de destitution, et il s'appelle en ce moment John G. Roberts. Hein. Et puis vous avez les 8 Associate Justices, juges associés, que vous appelez toujours Mr. Justice descendant ou Mrs. Justice descendant. Et alors vous le savez, la Cour suprême, c'est très important. Parce que pour un président, certains présidents n'ont pas la possibilité de nommer des juges à la Cour suprême. Tout simplement parce que quand vous êtes juge à la Cour suprême, vous êtes juge jusqu'à votre mort, jusqu'à votre démission. Ou jusqu'à ce que, effectivement, une mauvaise conduite vous amène à faire l'objet d'une procédure de destitution. Mais normalement, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Et pour un président qui nomme des juges à la Cour suprême, ça veut dire que, comme il nomme en principe des gens qui sont assez favorables à ses propres politiques, ça veut dire qu'au-delà des 8 ans maximum pendant lequel il va pouvoir exercer le pouvoir, les juges de la Cour suprême, au niveau de la décision ultime de constitutionnalité, ces juges perpétueront d'une certaine manière l'action de... D'où l'importance évidemment de ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire la controverse autour de la nomination de Brett Kavanaugh, qui voilà, a finalement été confirmé par la commission ad hoc du Sénat, la commission des affaires juridiques, et qui est maintenant juge, bien sûr, à la Cour suprême, où il a remplacé Anthony Kennedy. Alors, donc, un Chief Justice, 8 Associate Justices. Je vous rappelle qu'il y a des choses fondamentales dans l'histoire de la Cour suprême. C'est 1803, où John Marshall, parce que nulle part dans la Constitution, il n'est dit que la Cour suprême est responsable en dernier ressort de la constitutionnalité des lois et du comportement des deux autres branches du gouvernement fédéral. Ça n'est pas dans la Constitution. La Constitution ne dit pas. Les textes produits par le l'exécutif ou le législatif, le comportement de l'exécutif ou du législatif sera en dernier ressort soumis à un contrôle de constitutionnalité. Ben, c'est pas là. Mais ça a été obtenu par celui qu'on considère, si vous allez aux États-Unis, si vous connaissez les milieux juridiques, vous aurez toujours cette idée qu'on vous parlera de the Chief Justice, le Chief Justice. Et lui, on va le voir dans un instant, c'est John Marshall. C'est lui qui a été le plus long Chief Justice ever, c'est lui qui a été le plus longtemps, et qui, en plus, si vous voulez, a eu l'idée de ça. C'est-à-dire ce qu'on appelle Judicial Review. Judicial Review, ça veut dire, oui, en dernier ressort, la Cour suprême décide de la constitutionnalité du comportement et des textes des deux autres branches du gouvernement fédéral, le législatif et l'exécutif. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une sorte de juge suprême. Et alors, c'est un tour de passe-passe fabuleux, je ne peux pas vous expliquer trop longuement, c'est ce qu'on appelle la décision Marbury versus Madison de 1803, tous les constitutionnalistes américains connaissent ça par cœur. John Marshall a été nommé par John Adams avant son départ du pouvoir
au moment où Thomas Jefferson avait été élu pour le remplacer. Adams est un fédéraliste, Jefferson est un républicain. John Marshall est le cousin de Jefferson, mais c'est un fédéraliste. Et donc c'est le coup de pied de l'âne ou la réponse du berger à la bergère, tout ce que vous voudrez. Je te nomme comme président de la Cour suprême ton cousin, mais qui est politiquement ton adversaire. Et dans la décision Marbury versus Madison, ce qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, Marbury, c'est un juge qui attaquait Madison, parce que quand, effectivement, Jefferson est arrivé au pouvoir, il a déclaré nul toutes les nominations que John Adams avait fait à la dernière minute, ce qu'on appelait les midnight judges, les juges à minuit. C'est-à-dire que juste avant minuit, le jour de la passation des pouvoirs, John Adams avait nommé tout un tas de juges fédéralistes qui, dès que Madison, en tant que secrétaire d'État à l'intérieur, est arrivé au pouvoir, il a dit « Hop, c'est fini, tout ça c'est nul et non avenu ». Et Marbury, qui était un juge fédéraliste nommé par Adams, a attaqué Madison. Et alors l'intelligence suprême de John Marshall, c'est normalement, il devrait donner raison à Marbury, qui est un fédéraliste comme lui. Non, il donne raison à Madison, le fédéraliste, en disant « Pourquoi je donne raison à Madison? Parce que c'est nous, la Cour suprême, qui avons le droit de dire ce qui est constitutionnel ou non. » Ça, personne ne l'avait jamais dit. Alors l'activisme judiciaire, c'est généralement une Cour suprême plutôt à gauche, qui va confirmer par toutes ses décisions toutes les politiques progressistes. Et la retenue judiciaire, c'est une cour plutôt à droite qui va s'abstenir d'interférer dans les politiques en s'en tenant simplement, effectivement, à la lettre de la Constitution et en refusant de se prononcer quand les choses, effectivement, n'apparaissent pas dans la tradition constitutionnelle américaine. C'est le bâtiment lui-même, qui est dû à un architecte qui s'appelle Cass Gilbert. Et Cass Gilbert, c'est celui qui a réalisé aussi, le Woolworth Building à New York. Vous voyez, c'est des architectures quand même complètement différentes. D'un côté, vous avez une architecture néoclassique à la grecque, et de l'autre, vous avez un des gratte-ciel néogothiques les plus importants des États-Unis. Et puis, vous avez l'exécutif, qui est donc mis là, ici, avec, vous le savez, une façade est sur la rue et une façade ouest sur le mall, avec évidemment la semi-rotonde. Alors c'est très clair que tout le monde a à peu près oublié l'architecte de la Maison Blanche, qui s'appelait James Hobart. Mais je vous ai mis ceci ici parce que ça c'est quoi? C'est du Palladium. C'est clair qu'à l'époque, toute l'architecture américaine sous l'influence de notre camarade Thomas Jefferson est une architecture néo-palladienne. Et quand Hobart fait par exemple à Charleston en Caroline du Sud le tribunal local, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une villa palladienne, c'est clair. Voilà la Maison Blanche. Alors vous le savez, en bas, vous avez ce qu'on appelle les pièces de réception. Le fameux Lansdowne Portrait de George Washington, emporté par Dolly Madison dans son char à bœuf, il est là. Voilà. Et ça, c'est les pièces que vous pouvez à la fois visiter tous les matins et en début d'après-midi, et les pièces qui sont utilisées pour les réceptions officielles de chefs d'État étrangers, avec la grande salle à manger d'État où ont lieu tous les dîners d'État, les toasts dans les visites de chefs d'État étrangers, etc. Et là, si vous regardez la Maison Blanche d'en haut, là vous avez l'aile est, qui est généralement plutôt réservée à la présidente, à la femme du président, la First Lady, et là vous avez l'aile ouest, qui elle, alors, est le lieu de travail du président. C'est là qu'est situé, vous le savez, le bureau ovale, le secrétaire du président, qui vient de connaître, la salle du cabinet, c'est-à-dire la salle où l'administration se réunit, puis ensuite vous avez tous les choses importantes, le National Security Advisor, etc. Et là vous avez le Chief of Staff et le vice-président. Le Chief of Staff, pardon, c'est pas le secrétaire du président, c'est le Chief of Staff, le chef d'état-major, enfin, le secrétaire général, qui vient d'être renvoyé par Trump. Le nombre de gens que Trump renvoie est tout à fait étonnant. Tout ça devant le Rose Garden. Voilà le bureau ovale, tel qu'il est à l'heure actuelle. Alors, vous savez que la décoration intérieure du bureau ovale change suivant les présidents. Les présidents ont le droit de... Par exemple, on sait très bien à quel président le président actuel cherche à ressembler ou de qui il s'inspire, parce que les portraits des présidents présents dans le bureau ovale sont systématiquement enlevés quand un nouveau président entre en fonction, et on lui demande de quel président il veut mettre les portraits dans le bureau ovale. C'est clair. Et alors, je pense qu'on n'est plus tout à fait dans ce genre d'ambiance, si vous voulez. Tout le monde connaît cette photo très émouvante où on voit John Fitzgerald Kennedy et John, son fils, lui aussi mort maintenant, bien sûr, qui se cachait sous le bureau de son père pendant que son père travaillait dans le bureau ovale. Alors, en même temps, sur le territoire de Washington,
vous avez à côté de la Maison-Blanche, alors ça, ce sont les fonctionnaires de la Maison-Blanche qui sont là. Tous les gens qui travaillent pour la Maison-Blanche sont rassemblés dans ce qu'on appelle le Eisenhower Executive Building. Hein. Sur le côté, j'aurais dû vous le montrer, mais je le montrerai dans l'image d'après. Vous voyez, c'est là ce qu'on appelle effectivement le Treasury Building. Hein. Le Treasury Building, c'est tout simplement le ministère des Finances américain, avec en statue ici, devant le bâtiment, le premier ministre des Finances américain, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois aujourd'hui, Alexander Hamilton. Hein, voilà. Et vous voyez, tout ça, c'est destiné à organiser une mise en scène du pouvoir. Alors, par contre, le secrétariat d'État, c'est-à-dire évidemment le ministère des Affaires étrangères, a été d'abord extrêmement développé au point de vue bâtiment, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Harry S. Truman Building, hein, et le département d'État, le ministère des Affaires étrangères, il est situé ici, dans ce qu'on appelle Foggy Bottom. Hein. Alors Foggy Bottom, ça veut dire parce que c'est au bord du Potomac, hein, pratiquement au niveau du fleuve, et que dans les saisons, disons, hiver, etc., vous avez beaucoup de brouillard. Donc on appelle ça le trou brouillardeux, le creux brouillardeux. Hein, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est d'à côté du State Department dans Foggy Bottom, vous avez un autre bâtiment qui est célèbre dans l'histoire des États-Unis, c'est le Watergate Building. Affaire qui commence, je vous le rappelle, en 1972, le 9 août, quand des plombiers s'égarent dans des bâtiments dans lesquels ils n'auraient pas dû s'égarer, à savoir le quartier général des partis démocrates, et ça se terminera le 8 septembre 1974 par la démission de, effectivement, Richard Nixon. Alors, c'est une ville-théâtre du pouvoir, c'est une ville-théâtre peut-être de manière encore plus importante de la mémoire. C'est-à-dire que comme elle n'appartient à aucun État, elle appartient à tous les Américains, et tous les Américains, ils sont nombreux, hein, à venir à Washington, tous les Américains parcourent une sorte d'itinéraire pèlerinage où ils vont pouvoir se remémorer l'histoire de la nation. Ça, c'est très très important, vraiment. Il y a un patriotisme américain qui est assez fort et il est nourri de ces visites à la capitale par les scolaires, par les familles qui arpentent systématiquement les lieux de mémoire à l'intérieur d'eux. Alors, j'ai dit que j'avais abandonné la culture. Oui, j'ai abandonné la culture, parce qu'il aurait fallu parler de tous les musées qui sont situés ici, de chaque côté du mall, en commençant par la National Gallery of Art, qui a été créée par le banquier Andrew Mellon, vous savez, le National Museum of Natural History, le musée national d'histoire naturelle, le musée national d'histoire américaine. Vous avez ici un certain nombre de musées comme la Freer Collection, comme, etc. Hein. Et puis là, maintenant, évidemment, vous avez le musée de l'air et de l'espace, et en avant de ça, vous avez le musée de l'Africain américain. Laissons ça de côté parce que vraiment, voilà. Hein. Vous avez ici, donc, premier bâtiment lié vraiment à la mise en scène de la mémoire, hein, c'est ce qu'on appelle les archives nationales. Les archives nationales sont situées à quelques distances du mall, mais sur le mall, en fait. Hein, et voilà le bâtiment des archives nationales. Alors, dans ce bâtiment, c'est assez extraordinaire, parce que vous avez une salle en ovale, sur les murs desquels vous avez des fresques, enfin des grands tableaux peints qui représentent différentes étapes, justement, de la signature, de la déclaration d'indépendance, de la Constitution. Et alors, le plus important, c'est ça. C'est que vous avez un tout petit peu une représentation des tables de la loi. Et vous avez un compartiment à gauche, un compartiment central et un compartiment à droite. Dans le compartiment de gauche, vous avez le texte original de la Déclaration de l'indépendance. Dans le compartiment central, vous avez le texte de la Constitution originale. Et dans le compartiment de droite, vous avez le fameux Bill of Rights, les 10 premiers amendements de la Constitution américaine. Et vous avez une sorte de pèlerinage obligé. Toutes les écoles viennent, enfin beaucoup d'écoles viennent à Washington, et un des moments forts, évidemment, c'est quand les enseignants expliquent aux enfants des écoles l'importance de ces 3 textes fondateurs, bien sûr, des États-Unis. L'indépendance, la Constitution, le Bill of Rights. C'est vraiment cette idée d'une modernité fondée sur le texte. Au fond, on a là le point d'impact ultime de la théorie du contrat social. Hein, c'est-à-dire cette idée que ça ne peut fonctionner que s'il existe un texte qui couche de manière précise et explicite les obligations mutuelles des gouvernants et des gouvernés. Ça, c'est clair.
Alors, il y a un lieu de mémoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas sur le territoire de Washington, qui est en Virginie, c'est le cimetière d'Arlington, avec la tombe du soldat inconnu, que vous voyez ici, mais aussi la tombe des frères Kennedy, John Fitzgerald Kennedy et Robert, et le fils Patrick, si mes souvenirs sont bons, mort à l'âge de 7 ou 8 ans, si mes souvenirs sont bons, du mariage de John et de Jackie Kennedy. C'est là qu'est enterré Pierre-Charles l'Enfant, bien sûr, dans le cimetière d'Arlington, et vous avez à l'intérieur du cimetière des zones qui sont réservées à des groupes de tombes correspondant aux engagements divers des États-Unis dans les différentes guerres. Pourquoi ce territoire en Virginie? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ça sur? Ah, tout simplement parce qu'il s'agit d'une confiscation. Le territoire du cimetière national d'Arlington a été confisqué. Et il a été confisqué à qui? Ben, il a été confisqué à la famille Lee, L2E. Et ceux d'entre vous qui sont des spécialistes d'histoire américaine savent que Robert E. Lee était le général en chef des armées sudistes. Et donc ce que vous voyez là, c'est la plantation où Lee a grandi, où il a été élevé. Vous le savez, c'est très très étonnant. Abraham Lincoln avait tellement de respect pour Robert E. Lee qu'il lui a demandé de devenir le général en chef de l'armée nordiste. C'est fou, hein, de l'armée de l'Union. Et Robert E. Lee a répondu, en homme du Sud, vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure sur les républicains démocrates, les droits des États, le fait que l'État est plus important que l'État fédéral. Robert E. Lee lui a répondu que dans un conflit de loyauté entre son État et l'État fédéral, sa loyauté allait à son État. Et il est donc parti se mettre au service de la Confédération, qu'il a nommé, bien sûr, général en chef des armées confédérées. Et s'il n'y avait pas eu la puissance industrielle du Nord, derrière l'armée de l'Union, très probablement, effectivement, Lee aurait vaincu. Mais c'est lui qui a perdu pour des raisons évidentes. Et alors c'est très émouvant, parce que avant que Lee quitte, évidemment, sa plantation pour rejoindre définitivement le Sud, on sait qu'il observait par les fenêtres que vous voyez là. Ces fenêtres-là donnent sur le Potomac, et de l'autre côté du Potomac, en face de la plantation de Lee, vous aviez la Maison Blanche, où il voyait Lee, la lampe à pétrole de Lincoln, qui signalait le bureau où Lincoln travaillait très tard dans la nuit, au moment des débuts de la guerre de sécession. C'est assez bouleversant. Et alors, vous le savez, tout le problème aujourd'hui, c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait des souvenirs du Sud. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien les États-Unis, vous savez qu'il ne faut pas s'en aller très loin à l'intérieur du Sud pour trouver des choses un tout petit peu étonnantes. C'est-à-dire qu'en particulier, les plaques d'immatriculation arborent généralement le drapeau confédéré et pas, effectivement, le drapeau de l'Union. Ce que vous voyez là, on est à Charlottesville. Alors Charlottesville, vous savez, c'est dans l'État de Virginie. C'est tout près de la propriété de Thomas Jefferson, qui s'appelle effectivement Monticello. C'est tout près de la propriété de James Madison, qui s'appelle Montpelier. Et c'est tout près de la propriété de James Monroe, qui s'appelle Ashland. Donc les trois présidents des États-Unis, démocrates, enfin républicains démocrates, du Sud, habitaient tout près de Charlottesville. Et c'est à Charlottesville, vous savez, que Jefferson a connu son triomphe d'architecte, puisque c'est là qu'il a conçu et installé l'Université de Virginie, qui est un ensemble architectural absolument brillantissime, conçu comme une université, un campus universitaire par Jefferson. Mais à Charlottesville, bien sûr, on est dans le Sud. Et vous le savez, il y a évidemment la statue de Lee. Et il y a eu cette sorte de, comment dirais-je, de confrontation entre ceux qui désiraient qu'on détruise, enfin qu'on abatte la statue de Lee, et ceux qui souhaitaient la conserver, ce qui s'est terminé, vous savez, par la mort d'une jeune militante noire qui a été écrasée par un militant suprématiste blanc avec sa voiture, ce qui avait plongé Trump dans des abîmes d'hésitation. Mais ça, c'est un gros problème. Le Sud a ressenti la présence d'Obama au pouvoir, un noir au pouvoir pendant 8 ans, dans des zones éloignées du Sud où on n'a jamais tout à fait pensé que les Noirs étaient des hommes, étaient humains. C'est étonnant. Mais il faut y aller. Je vous dis ça comme ça, vous me dites peut-être il raconte n'importe quoi. Mais moi j'aurais dit, avant d'y aller, il raconte n'importe quoi. Et puis quand on y va, mais alors il faut aller dans le Deep South, dans le Sud profond. Et il ne faut pas aller dans les villes.
même si on voit encore ici des traces de 2 endroits, si vous voyez ce que je veux dire, un pour et un pour. Hein. On voit de temps en temps, si on est très observateur, il y a encore des choses qui demeurent un peu. Mais quand vous allez dans la profondeur de la ruralité du Sud, là, les choses deviennent difficiles. Hein. C'est également en Virginie qu'est situé le mémorial des marines de Iwo Jima, vous savez. Et évidemment, ce mémorial des marines, il est très important, il avait été réalisé d'après un petit film, hein, et la statue a été créée à partir de cette image, de ce petit film, des 6 marines qui sont en train de hisser le drapeau américain sur l'îlot japonais de Iwo Jima. Et là, alors, on arrive à quoi? À ça, cette sorte d'étonnant endroit qui est, vous le savez, le monument aux morts du Vietnam, qui est là, juste à côté, effectivement, du Lincoln Memorial, il est là. Alors, c'est un endroit très surprenant, hein, puisque c'est un endroit extraordinairement abstrait, qui a été inauguré en 1982, qui est constitué par, sur le côté gauche ou droit, ça dépend de quel côté vous commencez, mais il vaut mieux commencer à gauche, par des plaques de marbre noir qui vont en grandissant de taille jusqu'au moment le plus tragique de la guerre du Vietnam. Et puis ensuite, les plaques à nouveau réduisent de taille au fur et à mesure que la marche vous oriente vers les années qui marquent la sortie du drame vietnamien. Alors, ces plaques sont numérotées par année, bien sûr, ces plaques individuelles au début, plaques plusieurs ensuite, et ces plaques portent simplement les noms des victimes. Donc, plus la plaque grandit verticalement, plus il y a de victimes, bien sûr, cette année-là, et plus, évidemment, la plaque est petite, plus le nombre des victimes est limité. Voilà le monument tel qu'il se présente. Alors vous le savez, c'est très très étonnant, le monument a été dessiné par une jeune élève de la faculté d'architecture de Yale, qui avait 21 ans, et qui s'appelait Mai Linh, qui était donc d'origine vietnamienne, c'est très très surprenant. Et cette jeune fille, ça a été un concours, les projets étaient soumis de manière anonyme, personne ne savait qui était l'auteur de tel ou tel projet, et le jury, quasiment à l'unanimité, a décidé de donner le prix à ce monument. Et quand on a appris qui était la personne qui avait eu le prix, ça a été effectivement un moment de surprise extraordinaire. Cela dit, un certain nombre de gens, y compris des vétérans, ont toujours trouvé que le monument était trop abstrait et ne rendait pas compte suffisamment de manière figurative des inquiétudes et de l'horreur qu'avait été la guerre du Vietnam pour ceux qui l'avaient faite. Et donc on a rajouté dans l'enceinte du monument 2 monuments, un de Frederick Hart qui représente 3 soldats américains, jeunes, à droite un Africain-Américain, au centre ce qu'on appelle caucasien, c'est-à-dire un WASP si vous voulez, et puis à gauche un latino. Donc on représente les 3 communautés intra-américaines qui ont participé à la guerre. Et puis, alors de façon assez émouvante, on a rajouté un monument aux femmes dans la guerre du Vietnam, où vous avez à la fois ici, je n'ai pas pu vous montrer trop de détails, mais une jeune infirmière qui est en train de soutenir un jeune soldat mourant, pendant qu'une infirmière africaine-américaine est en train de guetter l'arrivée éventuelle d'un hélicoptère ou d'un avion qui viendrait effectivement sauver le soldat ou lui permettre d'être évacué vers un hôpital. La présence de l'abstraction assez étonnante du musée du monument du Vietnam a conduit à un choix extrêmement différent quand il a fallu réaliser quelques années plus tard un monument aux vétérans de la guerre de Corée. Et là, au contraire, on a adopté une position très figurative. C'est Frank Gaylord, le sculpteur, qui en 1995 a réalisé cela. Des soldats perdus dans un espace qu'ils ne maîtrisent pas et qui leur échappe. Et ces soldats perdus dans un espace qu'ils ne maîtrisent pas et qui leur échappe, ils sont repris en écho sur un long mur de marbre noir dans lequel on a gravé par incision les visages empruntés à 2400 photographies des archives de la guerre de Corée. On a pris 2400 photographies, on a pris les visages qui étaient sur ces photographies et ensuite on les a transférés
par incision avec l'aide de l'ordinateur sur les murs. Et donc vous avez l'impression, quand vous longez le mur, à côté de vous, sur la droite, vous avez les soldats qui sont en train de patauger dans les rizières, bien sûr, coréennes. Et puis, sur la gauche, vous avez sur ce fond noir, avec un certain nombre de noms, vous avez ces visages et ces présences un peu fantomatiques qui semblent surgir du néant, venir à votre rencontre depuis le néant. C'est assez émouvant et c'est assez réussi. Les Américains ont vraiment un goût et un art pour le commémoratif qui est quand même assez spectaculaire. Hein. Alors, vous le savez, inévitablement, vous avez le grand obélisque au père de la patrie, qu'on appelle le Washington Monument, en haut duquel vous pouvez monter par ascenseur, et d'où vous pouvez voir effectivement la capitale de Washington autour de vous. Le drapeau, le monument est entouré des 50 drapeaux, bien sûr, des États de l'Union, et il se reflète dans le bassin au miroir, qui le sépare, évidemment, de l'autre, du deuxième grand monument, parce que le Washington Memorial a été commencé en 1848, mais il a été terminé en 1888. Donc vous voyez, on a mis 40 ans pour le construire, en partie parce qu'il y a eu l'interruption de la guerre civile, etc., etc. Puis, pas trop de fonds pour. Hein, voilà. Le 30 mai 1922, le président Harding a inauguré, évidemment, le deuxième grand mémorial de Washington, c'est le Lincoln Memorial, le mémorial au président Lincoln, lui-même, effectivement, construit à partir de marbre venu de tous les États des États-Unis, avec une frise qui donne à la fois le nom de l'État et la date de son entrée dans l'Union, puisque vous le savez, Lincoln est considéré comme le sauveur de l'Union, celui qui a permis, grâce à la manière dont il a conduit l'Union pendant la guerre civile, il est le sauveur de cette Union, le réintégrateur relativement rapidement, en dépit de l'action des républicains radicaux après sa mort, le réintégrateur du Sud dans l'Union, et donc il était très important quand on a conçu le Lincoln Memorial, qu'il y ait effectivement une allusion à tous les États de l'Union, et vous voyez que chaque État est accompagné par sa date d'entrée dans l'Union. Hein, voilà. Alors, Lincoln est très important à Washington, puisque vous savez que c'est là qu'il a été assassiné le 14 avril 1865. Il était au théâtre pour célébrer la fin des hostilités, et un acteur acquis à la cause du Sud, John Wilkes Booth, est entré par derrière dans sa loge, où il était avec simplement une autre personne, sa femme, que vous voyez là, et puis effectivement deux autres personnes, un aide de camp et une parente de l'aide de camp, et il a été abattu à bout portant par John Wilkes Booth, donc qui était acquis à la cause du Sud, qui était comédien, et donc il connaissait la pièce qu'on était en train de jouer sur scène, qui était une comédie. Il savait à l'avance les moments où la salle allait rire et faire beaucoup de bruit en riant, et il a donc profité d'un éclat de rire de la salle pour lui servir de silencieux, c'est-à-dire qu'il a tiré. Mais il n'a pas pu se dispenser d'un geste, évidemment, de défi. Il a sauté sur la scène en hurlant « Sic semper tyrannis », ainsi finissent toujours les tyranns, et il s'est malheureusement pour lui cassé la cheville. Ça ne l'a pas empêché de profiter du désordre général pour quitter le théâtre et pour s'enfuir vers la Virginie où il pensait trouver secours. Il a finalement été rattrapé par les troupes fédérales qui l'ont effectivement abattu le 26 avril 1865. Pendant que Booth s'enfuyait en claudiquant, mais a réussi à récupérer assez vite un cheval qu'un complice avait préparé pour lui derrière le théâtre, on a transféré Lincoln dans la maison qui était située de l'autre côté de la rue, et c'est dans cette maison, bien sûr, que Lincoln est mort. Aujourd'hui, là aussi, ça fait partie du pèlerinage washingtonien de tous les scolaires et de toutes les familles d'aller au Théâtre Ford pour voir la loge où Lincoln a été assassiné. Et là, vous avez effectivement la statue de Lincoln par Daniel Chester French, le grand sculpteur américain du Massachusetts, qui a réalisé cette statue. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1939, Frank Capra a tourné ce film qui s'appelle Mr. Smith Goes to Washington, et où on voit Mr. Smith qui représente l'Américain moyen
éperdu de république et de démocratie, confronté aux manipulations et aux manœuvres d'une partie, si vous voulez, de la classe politique washingtonienne, et qui vient là pour dénoncer la corruption, etc. Et il vient chercher son inspiration en méditant sur la statue de Lincoln, comme on le voit ici. Vous le savez aussi, le dernier geste de Nixon avant de quitter Washington après sa démission, ça a été de se rendre effectivement au Lincoln Memorial. Le 9 avril 1939, vous le savez, Marian Anderson, la grande contralte noire, a chanté pour une énorme foule, en particulier de Noirs, des marches du Lincoln Memorial. Elle aurait dû normalement chanter dans le Constitution Hall, qui appartenait aux filles de la Révolution américaine, The Daughters of the American Revolution, mais elles ont refusé que, dans le hall, une femme noire puisse chanter. Donc, le concert s'est passé sur les marches du Lincoln Memorial. Il a été effectivement un énorme succès. Et puis, vous le savez, le 28 août 1963, c'est sur les marches du Lincoln Memorial que Martin Luther King a prononcé son fameux discours « I have a dream », j'ai un rêve. Bon. Vous voyez ici une photo de la foule qui s'était rassemblée ce jour-là au Lincoln Memorial. Et pas très loin du Lincoln Memorial aujourd'hui, vous avez un memorial à Martin Luther King qui a été inauguré le 22 août 2011. Juste comme ça en passant, un des autres endroits de mémoire auxquels est liée la communauté africaine-américaine à Washington, c'est la maison de ce personnage qui s'appelle Frederick Douglass. Frederick Douglass est un personnage très très important. En dépit des lois qui avait été imposée dans les États du Sud après la rébellion de Nat Turner, sa maîtresse lui avait appris à lire, aux grandes dames, bien sûr, de son propriétaire, puisque, vous le savez, après qu'on avait compris que Nat Turner avait réussi à soulever la population noire, ça a été le plus grand soulèvement de noirs. Je ne me souviens plus exactement de la date, je suis désolé, j'aurais dû le noter, puis j'ai oublié, c'est 1839 ou quelque chose comme ça. Et après ça, la plupart des États du Sud ont passé une loi disant qu'il était interdit d'apprendre à lire et à écrire aux esclaves, aux membres de la communauté africaine-américaine. Et donc Douglass a utilisé le fait qu'il savait lire et écrire pour son combat contre l'esclavage. Il a publié en particulier en 1845 ce récit de la vie de Frederick Douglass, esclave américain, écrit par lui-même, vous voyez, written by himself, pour bien montrer qu'il savait bien sûr écrire. Et il a été une des figures majeures du mouvement vers l'abolition. Et pendant la guerre de sécession, il était une des personnalités très proches de Lincoln, très probablement l'Africain-américain le plus proche de Lincoln. Hein. Il avait épousé en premières noces la jeune femme noire qui l'avait aidé à s'échapper vers le nord, vers les pays où, avant le compromis de 1850, les propriétaires d'esclaves n'avaient pas le droit d'aller rechercher leurs esclaves fugitifs. Quand cette femme noire est décédée, il a épousé une blanche, et à ce moment-là, ils ont été victimes de l'ostracisme des deux communautés. C'est-à-dire que les blancs ne voulaient pas voir la membre de la communauté blanche qui avait osé épouser un Africain-américain, et les membres de la communauté africaine-américaine ne voulaient plus voir Douglass parce qu'il avait épousé une femme blanche. Donc vous voyez comme quoi, finalement. Hein, voilà. Et alors, c'est situé à Anacostia, qui est là. Vous voyez, le Capitole est là. La dernière fois que je suis allé à la maison de Frederick Douglass, c'est un endroit très passionnant. Je visite, comme toujours, j'ai dû acheter une ou deux choses à la librairie, ça fait partie du système des parcs nationaux, et je m'en vais vers la sortie. Et une jeune park ranger, pour ceux d'entre vous qui connaissent le système des parcs nationaux, vous voyez ce que c'est qu'une park ranger, ils ont leur chapeau, etc. Une jeune park ranger noire vient vers moi. Et elle me dit, est-ce que je peux savoir où vous allez? Et je dis, oui, je m'en vais, j'ai vu la station de bus là-bas, et j'y vais. Et elle m'a dit, no, you're not going. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Non, non, you're not going. Je vais vous appeler un taxi. I've been throwing you a taxi. Parce qu'elle m'a dit, je ne suis pas entièrement sûr que vous atteindrez l'arrêt de bus. Vous voyez, il faut quand même, à Washington DC, voilà. Et puis alors évidemment, donc premier monument George Washington, deuxième monument Lincoln, troisième monument Jefferson. 13 avril 1943, c'est Roosevelt, et c'est probablement la passion démocratique et républicaine de Jefferson qui fait que Roosevelt, Franklin Delano Theodore, accompagne le mouvement de création. Parce que, évidemment, confronté d'un côté à la perte de foi dans la démocratie américaine causée par la crise de 29, puis confronté à la menace venue de l'extérieur, c'est-à-dire évidemment l'Allemagne, le Japon,
Jefferson apparaît comme celui qui a le plus verbalisé le choix a priori et positif de la République et de la démocratie. Et donc, évidemment, Roosevelt donne son accord à la création d'un troisième grand mémorial présidentiel, le mémorial donc de Jefferson, dont l'architecture est une architecture entièrement néo-palladienne, inspirée par la maison de Jefferson en Virginie, qui s'appelle Monticello. Si vous n'avez jamais vu ça et que vous ayez l'occasion d'aller à Monticello, surtout ne ratez pas ça. Et alors, évidemment, Cocorico national, je vous rappelle que Monticello a été inspiré à Jefferson par un bâtiment qui est aujourd'hui le palais de la Légion d'honneur sur les bords de la Seine, à côté du musée d'Orsay, qu'on appelle l'hôtel de Salm. Nous avons une lettre de Jefferson où il dit à une de ses amies « Je suis tombé amoureux de l'hôtel de Salm ». Ce n'est peut-être pas pour rien qu'on a mis à ce moment-là, évidemment, à côté de l'hôtel de Salm, la statue de Jefferson sur les bords de la Seine. Puisqu'il a été ambassadeur de France ici, de août 1784, où il avait rejoint, vous vous souvenez, la signature du traité de Paris, fin de la guerre, évidemment, avec l'Angleterre en 1783. À ce moment-là, c'est Benjamin Franklin qui est le premier ambassadeur de la Jeune République auprès du Royaume de France. Et en 1783, après la signature du traité de Paris, Benjamin Franklin demande à être rappelé à Philadelphie, parce qu'il en a un peu assez. Puis enfin, c'est plus un jeune homme. Et donc, effectivement, il rentre, ce qui lui permettra de participer à la Convention constitutionnelle. On a expliqué ce soleil levant et ce soleil couchant sur le siège de Washington déjà. Et puis, c'est donc à partir d'août 1784, Jefferson qui devient ambassadeur des États-Unis de la République auprès du Royaume de France, et il rentrera aux États-Unis en septembre 1789. Donc c'est très important, il aura vu les États généraux et la prise de la Bastille. Ça, c'est fondamental pour lui. Ce qui va nourrir son sentiment de fraternité révolutionnaire entre les États-Unis et la France. Et ce qui va faire de son parti, le Parti républicain-démocrate, le parti du soutien à la France contre le Parti fédéraliste qui soutient, encore une fois, l'Angleterre. Architecture, on l'a vu, porche à 8 colonnes, involutionienne, grande rotonde derrière. Je vous rappelle que Jefferson est quelqu'un qui croyait par-dessus tout en la puissance politique de l'éducation. Si une nation s'attend à être ignorante et libre dans un état de civilisation, elle s'attend à ce qui n'a jamais été, à ce qui ne sera jamais. Donc évidemment Jefferson pensait que pour qu'il y ait civilisation et liberté, il fallait qu'il y ait absolument éducation. Et vous avez la très grande statue de Jefferson, bien sûr, qui est accompagnée derrière, évidemment, du texte de la Déclaration de l'Indépendance, de la fin de la Déclaration de l'Indépendance, que nous tenons comme truth to be, etc. etc. Et là, vous voyez, sworn, juré. Et la citation qui fait tout le tour de la rotonde au-dessus de la statue de Jefferson, c'est sa fameuse citation « J'ai juré sur l'autel de Dieu une hostilité éternelle contre toute forme de tyrannie sur l'esprit humain. » Alors, ensuite, évidemment, on a une sorte de dernier grand mémorial qui a été dédié donc à Franklin Delano Roosevelt. Vous le savez, on l'a dit, le seul homme à avoir exercé 4 mandats à la tête des États-Unis. Les 2 premiers mandats consacrés, bien sûr, à la résolution de la crise économique et les 2 mandats suivants réalisés, consacrés à l'effort de guerre contre l'Allemagne et le Japon. Vous voyez qu'ici, Roosevelt est représenté assis, vêtu d'une cape, ne l'oubliez pas, c'est important, et ici, son fameux chien qui le suivait partout, qui s'appelait Fala. Alors il disait, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, quand les gens, par exemple, le faisaient attendre, etc., il disait, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez à Fala, parce que Fala, voilà, bien. Et donc Fala est là. Et là, ceux qui cherchent à établir des systèmes de gouvernement basés sur l'enrégimentement de tous les êtres humains par une poignée de gouvernants individuels, ils appellent ça un ordre nouveau. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas un ordre. Voilà. Alors, on a requis un très grand sculpteur américain, pop, qui s'appelle George Segal, qui normalement fait uniquement des présences humaines blanches. On l'a requis pour faire un certain nombre de monuments. Là, vous avez effectivement les gens qui sont atteints d'attendre un emploi devant les bureaux pour l'emploi pendant la grande crise de 29. Il y a les gens qui sont des job seekers. Là, vous avez effectivement cette idée que... Alors, le texte de Roosevelt vous dit tout simplement ce qui permet d'évaluer notre progrès,
n'est pas si nous ajoutons plus à l'abondance de ceux qui ont déjà beaucoup, c'est si nous fournissons assez à ceux qui ont trop peu. Hein, voilà. Peut-être que là aussi, ce n'est pas ça. Vous voyez comme quoi, finalement, tout se rejoint toujours. Et puis, regardez, là aussi, sculpture de Segal, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute ce qu'on appelait les conversations au coin du feu. Puisque vous savez que Roosevelt s'adressait à la nation tous les samedis. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, donc ce qu'on appelait les fireside chats. Ça, c'est une vraie stratégie de communication. Donc peut-être certains auraient pu s'inspirer de ces histoires. L'idée qu'aucun pouvoir ne se légitime sans une stratégie de communication. Et que le silence, qu'on finirait par confondre avec du mutisme, n'est pas une stratégie de communication pour un pouvoir quel qu'il soit. Et dans ces discours, évidemment, le discours le plus important qu'il prononcera pendant la guerre, c'est le discours sur les 4 libertés qu'il prononcera le 6 janvier 1941, qui sont répartis classiquement entre 2 formes de liberté, 2 libertés positives, la liberté de parole, la liberté de culte, et 2 libertés, si je puis dire, négatives. Il faut être libre du besoin et libre de la peur. Et vous avez ici, effectivement, Eleanor Roosevelt, qui a été là, l'épouse pas toujours très heureuse de Roosevelt, mais qui a été une des forces majeures derrière quelque chose dont nous célébrons effectivement les 70 ans aujourd'hui, c'est-à-dire la signature de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a été une présence extrêmement importante après la mort de son mari dans les États-Unis, dans les Nations Unies naissantes, pour la rédaction et la signature de. Alors, je vous rappelle, évidemment, ça n'apparaissait pas dans la première image que je vous ai montrée, je vous rappelle que Franklin Roosevelt était paralysé depuis environ le bassin jusqu'en bas. C'est fou. Quand vous pensez que cet homme a sauvé l'Amérique de la crise et de la guerre en étant lui-même paralysé. C'est absolument étonnant. Et voilà, il s'est passé, on ne sait pas trop quoi, soit en août 1920 déjà, soit en août 1921. Roosevelt avait une propriété au bord de la mer, dans l'état du Maine, à Campobello. Est-ce que c'est la poliomyélite? Est-ce que c'est un syndrome du Guillain-Barré? On ne sait pas. En tout cas, premier signe en août 1920. Malheureusement, en août 1921, la paralysie se déclenche et elle est définitive. Et Roosevelt ne pourra plus apparaître en public, ici en 1924, dans sa propriété de Hyde Park, que, évidemment, portant des béquilles. Le voilà en train d'être sorti de sa voiture, photographique à l'époque, personne ne voyait. Il y avait un gentleman's agreement dans la presse. On souhaiterait peut-être que ce genre de choses-là soit remisement, mais il y avait un gentleman's agreement dans la presse où on ne montrait jamais Roosevelt dans un mouvement qui, évidemment, mettait en lumière sa paralysie. Et les photos officielles, c'était celles-là. C'est-à-dire Roosevelt au volant d'une voiture, avec Fala à côté de lui, et tout paraissait parfaitement normal. Et donc, la photo, inévitablement, de Yalta ne peut être qu'une photo où les 3 leaders sont assis. Je ne reviens pas sur le fait que l'état de fatigue et d'épuisement de Roosevelt a pu, évidemment, conduire à ce à quoi Yalta a conduit, on le sait, mais vous le voyez ici, il est très marqué, bien sûr. Bon. Mais en plus, la photo ne pouvait être prise qu'assis à cause de. Et alors, vous le savez, c'est une des choses les plus émouvantes de l'histoire de Roosevelt. Ça, c'est Warm Springs en Géorgie. C'était les sources chaudes où Roosevelt passait une partie de l'année. C'est à ce moment-là qu'il y a eu ce qu'on appelle effectivement the White House in Georgia. Il y avait une Maison Blanche en Géorgie quand il y était. Et il passait une partie de ses journées à se baigner dans les sources chaudes. Et alors il a toujours dit que son ouverture, lui qui est un enfant extraordinairement privilégié, la propriété de Hyde Park, certains d'entre vous l'ont visité avec moi, est absolument superbe. C'est la grande famille des Roosevelt d'origine hollandaise, c'est vraiment la fondation de New York, c'est tout ça. Enfin, c'est énormément d'argent dans des industries du verre et des vitres et des carreaux, etc., etc. Mais beaucoup d'argent. Mais très peu de relations avec, disons, le prolétariat américain. Et il a toujours dit, c'est grâce aux séances de piscine à Warm Springs que j'ai rencontré vraiment la réalité de la population américaine. Et le New Deal, je n'y aurais jamais pensé s'il n'y avait pas eu ce contact avec des gens qui étaient et dans la maladie et probablement dans le besoin. Et alors de façon très étonnante, Alan Anderson Reich, qui était le président de l'Organisation nationale sur le handicap,
parce qu'il avait eu un accident de voiture en 1962 et il est devenu président de cette association nationale sur le handicap en 82. En 2001, il a obtenu qu'à la statue que vous avez vue tout à l'heure, qui ouvre le mémorial, soit ajoutée une autre statue où on voit Roosevelt sur, effectivement, sa petite chaise roulante et sans aucune dissimulation de sa paralysie. Et l'argument qu'il a utilisé pour obtenir cela, c'est quand même lamentable qu'on ne voit pas que c'est contre le handicap que cet homme a réussi tout ce qu'il a réussi, ce qui serait pour nous, gens qui souffrons de handicap, un extraordinaire exemple et un extraordinaire encouragement à ne pas nous enfermer dans notre handicap et à comprendre qu'en dépit de notre handicap, nous pouvons faire, sinon d'aussi grandes choses que Roosevelt, au moins des choses utiles dans le quotidien de nos familles, de nos communautés, etc. Et je trouve ça assez magnifique. Et donc, partant de cette argumentation, Alan Anderson Reich a obtenu qu'on rajoute cette statue de Roosevelt, dans lequel le handicap qui était dissimulé par, évidemment, la statue d'entrée, est maintenant très clairement révélé. Je vous rappelle que, évidemment, Roosevelt, dans son inaugural address, son premier discours d'inauguration comme son premier mandat en 1933, avait eu cette phrase étonnante: la seule chose dont nous avons à avoir peur, c'est la peur elle-même. The only thing we have to fear is fear itself. Et je terminerai avec un de mes endroits préférés de Washington. Ça n'apparaît même pas sur la carte, mais c'est derrière le Jefferson Memorial. C'est le George Mason Memorial, auquel personne ne va jamais. Et j'adore ce George Mason Memorial à cause de ça. Et ce personnage, entouré de livres, et qui a écrit en 1776, quelques semaines avant la déclaration de l'indépendance, la déclaration des droits de la Virginie. Et si Thomas Jefferson n'avait pas lu la déclaration des droits de la Virginie, rédigée par George Mason, qui était son ami et qui avait été son professeur de droit au collège de William and Mary, il n'aurait pas trouvé les accents que, effectivement, il a trouvés dans la déclaration de l'indépendance. En particulier, vous le savez, la déclaration de l'indépendance reconnaît la liberté et l'égalité comme droit essentiel. Mais elle en reconnaît un troisième, dont il faudrait peut-être que nous nous souvenions tous en ce moment. C'est « the right to pursue happiness », le droit à la poursuite du bonheur. Une communauté qui ne permet pas à ceux qui en sont membres de poursuivre ou d'avoir le droit de la poursuite du bonheur est probablement une communauté en danger. Or, la formule de la déclaration de l'indépendance de Jefferson, le droit à la poursuite du bonheur, il l'avait trouvé dans la Déclaration des droits de Virginie, rédigée par George Mason, qui parle de « the right to pursue happiness ». Et la dernière image sera une image de réconciliation, puisque vous savez, ici, c'est le Washington Memorial, et ce sont effectivement les cerisiers que le Japon a voulu planter massivement à Washington pour célébrer effectivement la fin de l'opposition et de la guerre tragique de 1943-45. Voilà, je vous remercie.